bonjour Laurent Berger. Nous avons Bonjour. une quinzaine de minutes. Alors comme il n'y a pas de chronomètre, on prend le temps qu'on veut, c'est ça? J'ai une montre. Ah, il est là-bas. Une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes pour discuter un peu de cette transition juste. Alors peut-être en introduction, il est vrai qu'il est peut-être surprenant pour certains de nos participants de vous voir ici, puisque si on veut un peu caricaturer le monde de la finance, en général, vous voit comme un monde du 19e siècle. Et vous, vous nous voyez comme des méchants voraces financeurs. Ça, c'est caricature, hein, je ne parle pas de vous en particulier. Sur le 19e siècle, vous parliez du syndicalisme, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Vous avez dit le monde de la finance. Et voilà, le sujet est quand même que cet engagement sur le climat, c'est un engagement partagé. Et la question, c'est que pouvons-nous faire ensemble et quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour justement améliorer notre action commune, côté finance, côté représentation des salariés. Et je parle à la fois pour la représentation française, mais puisque vous êtes aussi président de la Confédération européenne, votre vision du sujet au niveau de l'Europe. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Je pense que c'est peut-être plus étonnant pour des Français de voir un syndicaliste ici que pour d'autres pays. Vous savez, tout à l'heure, Emmanuel Grégoire disait c'est plus une option d'agir sur le changement climatique, c'est une obligation. Et c'est plus une obligation de moyen terme, c'est une obligation de court terme. Et la Confédération syndicale internationale et la Confédération européenne des syndicats ont un joli slogan, c'est de dire il n'y aura plus d'emploi, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. Et donc la question du réchauffement climatique, elle concerne l'ensemble de la société, elle concerne notamment l'ensemble des entreprises et l'ensemble du monde du travail. Et donc la finance, qui n'est pas vue, dont on a absolument besoin dans toute société en termes d'investissement, et dont on a besoin dans les entreprises, elle a un rôle fondamental à jouer. Les enjeux, ils sont, de mon avis, de trois niveaux. Il y a d'abord le fait que Mme von der Leyen a décidé de s'investir vraiment dans ce Green New Deal. Je crois qu'il y aura besoin d'un investissement extrêmement fort. Parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas de passer la première sur une boîte de vitesse, c'est de passer la deuxième, la troisième et d'accélérer vers cette transition juste. Et donc, je crois qu'il y a besoin d'abord d'inventer, ça a été dit, potentiellement de nouveaux produits financiers, de regarder comment ce plan d'investissement européen va pouvoir trouver des relais financiers. Et là, le monde de la finance a évidemment un rôle important à jouer. Le deuxième élément, c'est que cette transition, si on veut qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit juste, comme on dit dans la Confédération européenne des syndicats. Ça veut dire quoi, juste? Ça veut dire qu'il faut faire avec. Et que la capacité à concilier la performance économique avec la transition écologique, ce n'est possible que si on y adjoint les transitions sociales et la capacité à ce qu'on accompagne socialement les salariés et on fasse en sorte que cette transition écologique se fasse dans la justice sociale et dans la préoccupation de la façon dont c'est vécu aussi par les citoyens. Et je crois que là-dessus, il y a beaucoup de démonstrations à faire. On a essayé de le faire avec une initiative française qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre pour montrer que cette transition écologique, elle peut se faire avec de profondes opportunités en termes de création d'emplois, en termes de façon de travailler différentes, etc. Puis troisième élément qui est souvent un peu oublié dans nos réunions de ce type, c'est les solutions sont beaucoup territoriales. Elles sont beaucoup macro. C'est vrai sur les territoires, c'est vrai sur les entreprises. Et aujourd'hui, c'est souvent là que l'investissement manque. On a des territoires entiers qui vont devoir muter. C'est extrêmement difficile et quand on parle au niveau européen, y compris avec nos collègues des autres organisations syndicales, il y a des pays, des organisations syndicales qui sont beaucoup plus rétives à cette transition écologique parce que ça a des impacts extrêmement puissants sur la situation de l'emploi, sur les territoires. Et beaucoup d'initiatives peuvent naître de cela. Nous, on pousse par exemple l'idée de contrats de transition écologique pour que lorsque des activités devront muter pour devenir beaucoup plus respectueuses de l'environnement, eh bien, il faudra mettre autour de la table l'ensemble des acteurs.
Et quand je dis l'ensemble des acteurs, il faudra mettre autour de la table des gens qui soient en capacité de financer de nouvelles activités, financer les périodes de transition qui seront de plus en plus courtes. Parce que, comme le montrent encore les alertes de l'ONU aujourd'hui, eh bien, l'urgence est là. Et là, le monde de la finance a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer en termes d'investissement. Et je crois que, on parle entre convaincus, donc c'est plutôt facile, mais il faut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Et les organisations syndicales, elles ont une responsabilité dans les fonds qu'elles gèrent. Par exemple, dans les fonds de retraite. Des exemples. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Justement, je parlais d'éco-anxiété. Quel type de mutation vous voyez? Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises? Vous avez vu justement ce sujet être pris à bras-le-corps par la représentation locale pour aller un peu au niveau micro? Et quel type de solution, de dialogue vous avez pu établir avec eux dans ce cas-là? Je prendrai un exemple d'entreprise et un exemple de territoire. Un exemple d'entreprise, j'ai une entreprise qui fait du papier, qui produit du papier en Haute-Vienne et qui, évidemment, au bord d'une rivière, a un impact extrêmement puissant sur l'environnement. Eh bien, il y a eu une discussion, du dialogue social au sein de cette entreprise pour décider qu'il faudrait évoluer leur process de production pour le rendre beaucoup plus vertueux. Ça nécessitait de profonds investissements. Ça voulait dire qu'à un moment donné, les choix de l'entreprise au sens global du terme sur la répartition de la valeur ajoutée allaient prioritairement sur cette année-là là-dessus. Et syndicalement, la CFDT a accompagné ce changement, a fait en sorte que ça se produise. C'était quasi une question de survie pour l'entreprise, pas dans les 2 ou 3 ans, mais dans les 5-10 ans. Et donc, par le dialogue social, parce que ça demandait des efforts aussi aux salariés d'une certaine manière, parce que c'est pas une grande entreprise, ça a accompagné ce changement-là. Et il y a eu les investissements qui sont venus en contrepoids. Et un autre exemple qui est très frappant en ce moment, la France est en train a décidé de fermer ses 4 centrales à charbon. Sur une des centrales à charbon, là où la CFDT est présente, on pousse l'idée d'une centrale à biomasse. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite, je crois, mais c'est vrai pour l'ensemble des choix qui sont à faire devant nous, ça nécessite des choix politiques très clairs, très affirmés, mais en même temps des capacités de créativité et d'innovation importantes, de dialogue pour que ce ne soit pas l'anxiété qui prédomine, mais la volonté d'aller de l'avant. Et ça nécessite de profonds investissements et des prises de risques. Et donc, je le dis là avec tranquillité, il faut accepter la prise de risque. C'est-à-dire que la transition climatique, la transition écologique, c'est de la prise de risque pour l'ensemble du monde du travail parce qu'un certain nombre d'activités vont devoir évoluer. Mais il faut que la prise de risque soit aussi dans le monde de la finance, soit assumée comme étant parfois incertain. Parce que le monde dans lequel on plonge, si on veut que ce soit un monde beaucoup plus vertueux au niveau environnemental, eh bien, il va nous demander de plonger dans des zones de risque parce que d'incertitude. Et il ne faut pas forcément aller seulement là où c'est facile, il faut aller là où c'est difficile. Et le rôle de la finance, ce sera, je pense, à l'avenir aussi, beaucoup plus ça, si on veut passer la seconde puis la troisième dont je parlais tout à l'heure. Alors, je vous confirme qu'on y va au risque, parce que moi, je fabrique des pellets pour les centrales à charbon. Donc, non, mais blague à part, le vrai sujet, est-ce que, si on peut parler un peu de ce que peut faire la finance, justement, surtout dans l'entreprise, dans la petite entreprise. Aujourd'hui, on a des produits financiers de type Green Bond, SDG Bond, tout ce qu'on veut, où les grosses entreprises, les gros émetteurs sont capables de se financer avec un objectif de développement durable. Au sein de la petite entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux banques en matière d'engagement, comment financer justement ces transformations? Qu'est-ce qu'on pourrait demander aux investisseurs? Il y a une association d'investisseurs en France qui s'appelle France Invest, qui réunit tous les gens du private equity. Si on devait leur demander 2-3 choses, ce serait quoi? De façon concrète, en leur disant l'année prochaine, on veut que vous fassiez ça. C'est pas une question facile. Hein. Ouais, parce que je ne suis pas spécialiste de la finance. Les spécialistes de la finance, ils sont plutôt dans la salle. D'abord, il faut réfléchir, ça a été dit tout à l'heure, à pourquoi pas inventer un nouveau produit financier adapté à ces réalités de petites entreprises dans les territoires.
Deux, il faut rentrer en dialogue. Vous savez, ce n'est pas le truc que les Français font le plus facilement en ce moment, mais il faut rentrer en dialogue pour regarder ce que sont les projets et accompagner les projets, sans doute avec beaucoup moins de suspicion que c'est le cas parfois, et beaucoup plus d'accompagnement. Et puis je crois que, en fait, ce qu'on va avoir à faire, c'est une forme d'évolution de notre modèle productif, hein, on le sait. Si on veut vraiment se mettre dans les accords de Paris, et ça ne doit pas se faire dans les 25 ans à venir, ça doit se faire très rapidement, ça veut dire qu'il faut, je crois, développer l'intelligence collective. Et le monde de la finance n'est pas en dehors. Il n'arrive pas au moment où les choses se sont un peu décidées entre les acteurs. Il doit aussi pouvoir montrer une volonté politique, d'une certaine manière, au sens très large du terme, de s'investir sur ces produits-là. Parce que quand on voit j'étais hier en Mayenne, qui est un département assez rural de France, quand on voit notamment certaines petites entreprises industrielles ou agroalimentaires, le problème, c'est lorsque vous plongez, quand vous êtes un chef d'entreprise ou une organisation syndicale d'entreprise, et vous savez qu'il faut faire ce choix-là, mais vous ne savez pas à quel moment vous allez avoir quelqu'un pour vous accompagner, ce n'est pas simple. Et donc j'ai presque envie de dire, c'est ce type d'initiative qui montre que la finance a envie de s'investir, d'aller beaucoup plus loin, de faire des vrais choix dans la transition juste, il faut le décliner au plus près des territoires. Et c'est là où, y compris les grandes banques, elles ont à accompagner les industriels ou les petites entreprises beaucoup plus, de mon point de vue, qu'elles ne le font aujourd'hui. Elles essayent, mais on peut mieux faire. Oui, mais vous ne m'avez pas fait venir pour vous dire que vous étiez merveilleux et que tout allait bien. J'essaye de me projeter dans ce qu'on pourrait faire. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, sur le sujet des leviers que vous avez à votre disposition, comme l'épargne salariale, comment vous abordez le sujet à travers cet outil ? Nous aussi, ça a pris un peu de temps. Je salue Jean-Claude Barboul, qui est dans la salle, qui est le président de l'Arcolagir, que ça a pris du temps parce que on est comme tout investisseur, on cherche aussi à faire les meilleurs investissements possibles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le comité intersyndical de l'épargne salariale pour réfléchir à la façon dont on pouvait influencer dans les fonds que les organisations syndicales, les organisations patronales gèrent, on pouvait influencer des placements verts, d'une certaine manière, ou des placements investissements socialement responsables. Depuis, on a investi beaucoup dans nos institutions de prévoyance, dans les régimes de retraite. On a investi beaucoup de nos fonds dans le cadre de l'ISR. On invite d'ailleurs les salariés aussi, dans le cadre de plans d'épargne qui peuvent exister dans leur entreprise, à négocier le fait que ça puisse se faire dans l'investissement socialement responsable. On s'est aussi investi dans le FIR, le Forum de l'investissement responsable, pour essayer d'influencer, parce qu'on est sur un double objectif. C'est d'abord sensibiliser, ce n'est pas totalement simple, et sécuriser donc, et ensuite faire, quoi. Mais je crois qu'on a fait la preuve maintenant que les fonds qui sont gérés par les organisations syndicales et patronales sont maintenant, ont enclenché ce mouvement vers l'investissement socialement responsable, mais il faut qu'on fasse beaucoup plus. Autre exemple, la CFDT est une organisation qui a évidemment un certain nombre de fonds et qui a investi. Eh bien, nous nous faisons auditer régulièrement pour regarder comment nous plaçons nos réserves, comme on dit, dans des entreprises, dans des secteurs qui sont de plus en plus économes en émissions de carbone, qui ne sont pas dans la production d'armes, etc., etc. Donc on essaye de petit à petit aller vers aussi une forme d'investissement socialement responsable. Mais vous savez, là-dessus, il n'y aura pas de leçons à se donner les uns les autres. Moi, je crois que c'est une forme le défi qui est devant nous, on l'a dit, ça a été dit tout à l'heure par les uns et les autres, il est de l'humanité d'une certaine manière. Donc les questions qui peuvent parfois nous agiter dans la répartition de la richesse produite, la façon dont il faut investir, etc., elles seront annexes au regard de l'enjeu qui est l'enjeu climatique aujourd'hui
Et si le monde de la finance, le monde de l'entreprise, le monde politique ne vont pas de concert, eh bien je crois qu'on fera une profonde erreur. Et les syndicalistes internationaux, européens, sont totalement déterminés là-dessus. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus de maturité dans le dialogue social, et je les envie, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, on a une opportunité, une fenêtre avec la nouvelle commission qui va s'installer au niveau européen, et c'est là où il va falloir s'engouffrer très très fort. Je vais arriver au niveau européen, mais ce que vous disiez sur l'épargne salariale, c'est quand même un exemple à donner, parce qu'il ne faut pas oublier que la finance, aujourd'hui, elle peut financer surtout grâce aux petits épargnants. Donc, c'est aussi sensibiliser les petits épargnants qui financent les assureurs, tous ceux qui collectent de l'épargne, notamment en France. Un exemple est quand même un bon sujet. Mais on sent beaucoup plus de sensibilité à la question qu'il y a quelques années, y compris chez ce que vous appelez les petits épargnants. Je pense que, mais après, il faut une forme d'accompagnement, il faut aussi leur proposer un produit. Et donc, quand on gère les fonds, on les trouve, notre les rôle, produits. ça, de proposer des produits. Oui, mais je pense que c'est absolument nécessaire que le produit proposé ne soit pas celui qui ni soit en bas de la pile, ni soit celui qui est présenté comme étant un supplément d'âme. Il faut que ce soit un vrai produit financier qui a de l'intérêt pour l'épargnant et qui en même temps est vertueux sur la question environnementale et sociale. Donc on est bien d'accord qu'il faut peut-être éviter d'opposer la vertu environnementale et sociale et la rentabilité économique, parce que les petits épargnants en ont besoin. Mais oui, tout à fait. Mais vous savez, c'est comme dans une entreprise. Moi, je connais que des salariés qui ont envie que leur entreprise soit performante économiquement et qui, en même temps, ça ne l'empêche pas d'être socialement juste et de se préoccuper de son écosystème au sens micro ou macro. Donc, évidemment que opposer, c'est tellement facile qu'on adore tous faire ça, certains plus que d'autres. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est pour reprendre une expression qu'on employait sur la question économique il y a quelque temps, c'est de chasser en meute. Au sens, ça veut dire aller délibérément vers des investissements qui soient beaucoup plus vertueux d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier la question de la rentabilité. Alors pour passer à l'Europe, alors moi je suis un euro-optimiste. Alors il y a eu des grandes déclarations de la nouvelle commission, mais on sait aussi que les grandes déclarations, il faut un peu les suivre et puis il faut un peu négocier, parce que la vraie question du vote du budget pluriannuel 2021-2027 va être la véritable part du climat dans ce budget. Alors, il est certain qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'instruments financiers qui ont été construits par l'Europe, notamment à travers les garanties pour faire un levier maximal avec justement la finance privée pour mobiliser des fonds. Quel est le rôle aujourd'hui et quelle est l'action que vous pouvez mener au niveau européen avec la Confédération de discussion, que ce soit avec le Parlement européen ou la nouvelle Commission ou l'ancienne, sur les priorités justement dans ce budget? Parce que, bon, sans être eurosceptique, c'est toujours le jeu de bonneteau, le budget européen. On vous montre 3 fois la même chose dans 4 budgets différents et on fait la somme et on vous explique que ça fait 35%. Mais moi qui regarde ça de près depuis très longtemps, je peux vous assurer que ça ne fait pas 35%. Mais alors, quel est le rôle que vous pensez que justement les syndicats peuvent jouer à ce niveau-là? D'abord, le premier rôle qu'on doit jouer, c'est effectivement de prendre à témoin en disant, voilà, vous annoncez des investissements massifs. C'est ce qu'on avait fait au moment du plan Juncker d'investissement. On avait réclamé ce plan d'investissement de façon très très forte. On avait un peu regretté que ce soit un plan d'investissement qui, à défaut d'être européen, soit très national d'une certaine manière. Et donc, moi, déjà, le rôle, c'est de vérifier que les politiques annoncées se mettent en place. On rencontre Mme von der Leyen dans les jours à venir. Cet après-midi, on rencontre d'autres commissaires européens. Donc, c'est d'abord le premier engagement. Le deuxième, c'est, je crois qu'il faut se définir une politique européenne sur le sujet. Parce que ce que je crains, c'est que l'Europe doit être en avance sur toutes ces questions-là.
Mais ce que je crains, c'est que l'Europe définisse ce qu'il faudrait faire et que chacun, quand on retourne chez soi, on fasse des politiques nationales sur le sujet. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai... il doit, et ça sera un des rôles de M. Timmermans, de s'assurer qu'on rentre vraiment dans ce New Deal vert. Et donc c'est un rôle de lobbying, c'est un rôle de proposition, c'est un rôle aussi, une organisation syndicale, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle regroupe des gens de l'industrie très carbonée, et en même temps des gens qui travaillent dans les banques, des gens qui travaillent dans les services, dans les nouvelles technologies, etc. Et c'est à nous, on est aussi une zone de construction de l'intérêt général, ou certaines visions de l'intérêt général. Et donc on veut essayer de le jouer parce qu'il faut aller convaincre. Quand vous fermez une centrale à charbon, vous ne pouvez pas vous pointer devant les salariés concernés, et je parle de la France, mais on pourrait parler de tout un tas d'autres pays qui sont assez rétifs sur ces questions-là. Vous ne pouvez pas vous pointer en disant on n'a pas tellement réfléchi aux solutions pour vous, mais vous inquiétez pas, ce sera bon à terme pour la planète. Donc ça veut dire que le rôle d'une organisation syndicale, c'est de dire aussi à certains moments, dans les choix qui seront faits, attention, si la question sociale n'est pas intégrée au changement sur la question climatique, s'il n'est pas intégré dans la question du plan d'investissement, ça ne marchera pas. Et donc, dans le plan d'investissement, il faut ainsi intégrer les transitions professionnelles, l'accompagnement de l'élévation des compétences et de l'évolution vers de nouvelles activités. Et donc, c'est ça le rôle de la Confédération européenne des syndicats. Et puis, d'essayer aussi d'un niveau européen, avec les interlocuteurs des employeurs, Business Europe, de faire en sorte qu'on construise des compromis pour que ce passage vers des activités qui s'exercent différemment se fasse dans de bonnes conditions sociales et économiques. Alors pour finir, une dernière question. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez une idée sur ce qu'on pourrait bâtir comme gouvernance ou instance de concertation, justement pour continuer ce dialogue, syndicats, représentation des salariés, acteurs économiques et finances, autour du sujet du climat et du social, les deux étant liés. Est-ce qu'on a en France aujourd'hui les instances pour ça? Est-ce qu'il faut, alors je dis pas de créer une autre institution, hein, c'est pas mon... Comment est-ce qu'on peut continuer ce dialogue de façon un peu permanente pour avancer? Je ne sais pas s'il faut créer quelque chose. En tout cas, il faut se donner les conditions d'un échange permanent. Mais l'échange permanent, il nécessite deux choses. C'est qu'on accepte tous de reconnaître la légitimité de l'autre. C'est ce que je fais en venant ici. Et je crois que c'est important. Il faut reconnaître la légitimité de ceux qui, dans l'entreprise, réclament d'être respectés et d'avoir de bonnes conditions sociales, de faire perdurer le modèle social européen qui est le nôtre. Et puis, ça nécessite, je crois, d'accepter de se laisser bousculer mutuellement. C'est pas pour se réunir en se disant, ben voilà, on est un cercle de bonnes relations et de gens qui sont polis et respectables, mais essayer de se dire comment on peut aller beaucoup plus loin et se challenger. Alors ça peut se faire, je crois, par l'instauration d'un dialogue avec ceux qui le souhaitent, entre ceux qui représentent le monde de la finance, ceux qui représentent le monde de l'entreprise côté employeur et ceux qui représentent le monde de l'entreprise côté salarié, parce que nous aussi, nous sommes l'entreprise. Ça se fait facilement, à condition d'en avoir la volonté, mais il faut se donner un objectif, il faut se donner un but. C'est pourquoi, comment on fait évoluer les choses, comment on s'évalue. Parce que je crois que... le risque aujourd'hui autour de cette question du changement climatique au sens large du terme, c'est d'essayer de considérer qu'il y a des coupables et des vertueux. Et je pense qu'en l'occurrence, il n'y a pas de coupables et pas de vertueux. Il y a tous une part de responsabilité parce qu'on a laissé perdurer un mode de développement qui a été beaucoup trop coûteux sur la question environnementale, parfois sur la question sociale. Et en même temps, on a tous aussi, aujourd'hui, je crois, une prise de conscience que ça ne pourra pas durer. Donc soit on agit ensemble, soit on continue de s'affronter. La question si on cherche l'efficacité, c'est il faut travailler ensemble, discuter, se confronter, et pourquoi pas construire ensemble le produit financier qui ira bien demain, la bonne épargne pour les travailleurs qui aura du sens. Et en tout cas, en ce qui nous concerne au niveau européen comme au niveau français, nous y sommes prêts. En tout cas, merci. Et puis, donc vous avez une invitation ouverte ici tous les ans.
Ce sera le début du dialogue. On verra ça. Ça peut être d'autres. C'est une invitation, vous n'êtes pas. Merci beaucoup.